Bonjour. Les architectes, avec juste raison, ne veulent pas qu'on les considère comme responsables de tout et de n'importe quoi, ce qui a été une tendance très répandue pendant longtemps, même si actuellement les choses s'améliorent depuis quelques années. Il est tout à fait logique d'assumer ses responsabilités, mais en fait, pour nous, il n'est pas logique, voire très choquant, qu'on doive assumer les défaillances, les fautes des autres, des tiers, ce qui est totalement anormal et unique, me semble-t-il, en droit français. Quelle est la profession qui est responsable du travail des tiers avec qui ils n'ont pas de lien, même pas de contrat? Donc la question est comment nous protéger pour éviter les mises en cause abusives? Alors tout d'abord, ce qui ne marche pas. Il n'y a pas de formule magique juridique, abracadabra, responsabilité sort de ce corps. Enfin, ça, c'est totalement illusoire. Ne croyez pas qu'il suffit de décrire telle phrase ou prononcer tel mot pour que nous soyons exonérés de responsabilité. Bien sûr que non. Ce qui ne marche pas non plus, c'est de se désintéresser de tout. Ah, mais ça, c'est le bureau d'études. Ah, mais ça, c'est le client. Ah, mais ça, c'est l'artisan. Moi, je ne vois rien, je m'occupe de rien, je suis totalement en retrait et derrière tout le monde. C'est pas le rôle des architectes. L'architecte doit s'inquiéter de tout, doit regarder tout. Il doit être présent. Il est même au cœur, au milieu de l'opération. Donc, se défausser sur les autres est une très, très mauvaise position, une très mauvaise attitude qui va très probablement, bien entendu, nous enfoncer davantage. Il serait évidemment facile de nous reprocher notre négligence, notre manque de professionnalisme et de nous condamner à ce titre-là. Alors, que faut-il faire pour éviter ces mises en cause abusives plus qu'agaçantes? Deux choses. Il faut prendre le bon positionnement dès le début, dès la signature du contrat d'architecte. Et ensuite, il faut que nos actes et nos écrits soient en concordance avec ce positionnement. Ce qui nous condamne, c'est le flou juridique, l'imprécision. On ne sait pas où est l'architecte, sur quel terrain il s'est positionné, quels sont ses engagements réels. Il dit une chose, mais ça a l'air d'être autre chose. Voilà. Ça, c'est pire que tout, parce que dans ce cas-là, le droit, les juges, en fait, nous condamnent le professionnel, lui donne tort. Quand on ne sait pas vraiment, quand c'est flou, c'est le professionnel qui a tort, ce qui, dans l'absolu, peut se comprendre, le client étant un néophyte et payant justement un professionnel. Pour nous, l'architecte, c'est à ce professionnel à éclairer le client et à ce qu'il n'y ait pas de flou. C'est logique. Alors, quel est ce positionnement? Le positionnement, c'est de dire, voilà mon terrain. Je ne parle pas de l'opération, c'est une métaphore, hein, bien entendu. Voilà où je me situe. Je suis là et je ne suis pas en dehors, à côté. Le bon positionnement d'un architecte pour ne pas subir des mises en cause abusives, c'est de dire, mon terrain, ma raison d'être, ma fonction, ma finalité, c'est de conseiller mon client. Et donc, à ce titre, je ne suis pas un vendeur de travaux. Je ne suis pas comme les artisans, comme les bureaux d'études. Je ne participe pas à fabriquer le bâtiment, même si, bêtement, le Code civil nous classe dans une liste de constructeurs. En fait, non, notre statut, tel qu'il ressort des textes, là aussi, il y a des contradictions, c'est d'être indépendant des réalisateurs pour pouvoir être fiable dans nos conseils auprès d'un client. Le propre des professions réglementées, qu'on soit notaire, avocat, médecin, architecte, c'est de conseiller son client au mieux de ses intérêts et de l'intérêt public. Voilà notre terrain. Il ne faut pas sortir de là. Il ne faut pas avoir des actes et des mots et des attitudes, c'est-à-dire un positionnement de réalisateur, de vendeur de travaux. On va voir en détail à quoi ça correspond. Alors, quelle est la compétence d'un architecte? Tout d'abord, dans la
conception. Je conçois un projet architectural, c'est-à-dire que j'ai défini des formes et des volumes. Puis, dans un second temps, je conçois un projet technique, c'est-à-dire que je précise les formes et je précise les matériaux. Les fondations sont en béton, elles sont en dessous. La couverture est en tuile terre cuite romane et elle est au-dessus, etc. L'enduit est de telle façon et il est appliqué sur les murs. Ça, c'est la définition technique de l'ouvrage. Je conseille donc à mon client de demander une autorisation d'urbanisme sur tel projet qu'on a mis au point ensemble sur mes conseils. Je conseille au client que le projet comprenne tel matériau, telle forme, telle couleur, tout ce qui va définir le bâtiment, mais pas le projet d'exécution. Le projet technique n'est pas le projet d'exécution. Il faut faire très attention en droit. Les mots ont un sens précis. Je vais y revenir. Donc, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis en parlant de projet d'exécution, quand c'est notre production. Le rôle de l'architecte, c'est aussi de conseiller le client sur le choix des entreprises qui vont réaliser, les réalisateurs, entreprises, bureaux d'études. C'est de conseiller le client sur les offres de prix qu'il reçoit pour l'éclairer. Que vaut-il mieux choisir? Qui vaut-il mieux choisir? C'est de conseiller, d'éclairer son client sur les engagements à prendre, c'est-à-dire le contrat entre le client et les réalisateurs, ce qu'on appelle, nous, les marchés de travaux, que nous allons rédiger, non pas pour l'imposer, mais c'est un conseil au client. Sur le chantier, nous regardons la conformité de ce qui est réalisé avec les marchés de travaux. Nous éclairons le client pour savoir si ces travaux sont acceptables ou pas, si on peut les payer ou pas et dans quelle proportion. Nous avons un rôle de chef d'orchestre, mais on ne joue pas la musique. S'il y a une fausse note, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Jusqu'à la réception des travaux, nous conseillons le client pour savoir si il faut refuser ces travaux, s'il faut les accepter, s'il faut réserver quelques ouvrages qui ne seraient pas satisfaisants, etc. Tout ça, vous l'avez compris, sous l'égide du conseil, juridiquement parlant. Même si, en fait, en pratique, nous devons être directifs, très directifs. Mais il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit au client. On peut très bien dire au client, eh bien voilà, avec moi, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous n'acceptez pas, j'arrête ma mission. Le client a le droit de refuser, comme on peut très très bien changer de médecin, changer d'avocat. Le médecin, l'avocat vont être très directifs, mais ils restent dans le terrain du conseil. Et je rappelle aux architectes que l'architecte est le juriste de l'opération. C'est un arrêt de la Cour d'appel qui fait jurisprudence. Nous sommes les juristes, il n'y en a pas d'autre que l'architecte. Donc ça, c'est une responsabilité que nous ne devons jamais fuir, puisque de toute façon, nous sommes responsables juridiquement du bon déroulé de l'opération. Juridiquement, envers le droit public, évidemment, bien sûr, les règles d'urbanisme, envers le droit privé. Y a-t-il des servitudes? Quels sont les contrats, les engagements que nous dressons entre le client et l'artisan? Que faire en cas d'aléa, en cas d'imprévu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans les clous juridiques? Donc là, il y a une compétence que nous devons avoir et qui est incontournable et combien importante pour un architecte, d'autant plus que dans toute opération, la personne qui dit le droit a le dernier mot. Quand l'architecte parle en disant la loi est comme ça, voilà juridiquement ce qu'il faut faire et pas autre chose, c'est terminé. Donc c'est un pouvoir pour bien mener une maîtrise d'œuvre dont on ne doit surtout pas se priver. Et prendre le bon positionnement ne suffira pas si tout ce que l'on fait, tous nos actes, tous nos écrits, toute notre maîtrise d'œuvre ne correspond pas à ce positionnement. Il faut qu'il reflète une réalité. Il faut respecter dans tout ce qu'on fait ce positionnement. Évidemment, dès le contrat d'architecte, il faut se positionner ainsi. Ma mission, mes engagements sont clairement écrits ainsi dans le contrat. Bon, je disais, les mots ont un sens.
Je ne dirige jamais les travaux. Je n'assume pas la direction des travaux. Diriger veut dire on est directeur. J'étais le directeur dans mon agence quand j'avais des salariés. Ils étaient mes subordonnés et j'étais responsable de tout ce qu'ils faisaient, par principe, puisque j'avais cette responsabilité de directeur. Or, sur un chantier, les artisans ne sont pas mes subordonnés, ce ne sont pas mes salariés, ce ne sont pas des co-contractants, je n'ai aucun lien avec eux, ce sont des tiers, et je ne les dirige pas. Personne ne nous oblige à écrire qu'on dirige les travaux. Donc c'est une erreur bien bête de se mettre tout seul la tête dans le sac. C'est absolument bien bête. En fait, dans mon contrat, j'assure un suivi des travaux pour éclairer le client tout au long de l'opération. Je me poste à côté du client et non pas en tête des artisans. C'est quand même beaucoup plus facile quand on a adopté cette position. Dans ce contrat, je n'ai pas une posture de réalisateur. Notamment, je ne mentionne jamais un programme et un budget contractuel simultanément. Proposer un projet et un prix est typique constitue un acte de réalisateur des travaux. Je m'engage à réaliser ce projet en respectant ce budget. C'est fini, on est piégé. Une fois qu'on a pris cet engagement que personne ne nous demande, je rappelle, personne ne nous demande, on est forcément coincé. En fait, dans mes contrats, il n'y a pas de programme. Je crois que je pourrais faire une vidéo là-dessus. C'est très important et je ne comprends pas pourquoi les architectes font cette erreur. C'est très piégeant juridiquement parce que, bien évidemment, la plupart du temps, le programme et le budget ne se révèlent incompatibles. Et moi, je n'ai pas des super pouvoirs, je ne peux pas deviner l'avenir. Est-ce que ce programme et ce budget, compte tenu d'un appel d'offres futur, qui sera je ne sais quand, en consultant je ne sais qui, pour obtenir le bon prix, comment voulez-vous le savoir? C'est absolument invraisemblable de croire qu'on peut anticiper comme ça. On n'est pas des voyants qui devinent l'avenir. Ensuite, un programme, ne nous faisons pas d'illusions, c'est une description parlée, écrite d'un projet. C'est une conception, une esquisse parlée, une esquisse décrite. Et donc, moi, je suis désolé, la conception architecturale, c'est mon domaine. Je ne délègue pas ça au client. Ce n'est pas au client à concevoir le projet. Si nous lui demandons le programme et que ce programme soit contractuel, c'est-à-dire que nous soyons obligés, nous ayons pris nous-mêmes l'engagement, l'obligation de le respecter, c'est fini. On ne peut rien changer. Le client ne changera pas d'avis. Il a décidé quelque chose, c'est contractuel, et on va lui dire 15 jours ou un mois après, bon, tout ça c'était pour rire, mais en réalité, on va faire totalement autre chose. Bien sûr que non. Le fait de ne pas avoir de programme contractuel nous laisse la main sur la conception architecturale. C'est-à-dire que je dis à mes clients, laissez-moi vous proposer ce à quoi je pense. Vous avez un architecte, voyons ce qu'il a dans le ventre, on va en parler. Bien sûr, je ne peux rien vous imposer, mais vous verrez ce que je vous propose. Si ça ne vous convient pas, ça part à la poubelle et on part sur autre chose. C'est essentiel et beaucoup plus déontologique, beaucoup plus éthique que nous gardions la conception architecturale et aussi dans l'intérêt du client. Je ne délègue pas quelque chose d'aussi important que la conception architecturale à un incompétent en la matière. Nos clients sont sûrement très compétents dans leur profession, dans un tas de choses, mais pas en création architecturale. Les compétents, ce sont nous. Les marchés de travaux reprennent ce positionnement de conseil, notamment dans le CCAP, le cahier des charges administratives particulières, et tous mes écrits, que ce soit les comptes rendus de réunions de chantier, tous les mails que je puis faire, les avenants, etc., ne me positionnent jamais comme un réalisateur, un vendeur de travaux. Par exemple, je ne fais jamais, 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 je n'en ai jamais fait d'ordre de service. Je n'ai pas à donner des ordres. Je ne donne des ordres qu'à mes subordonnés dont je suis le directeur. Les ordres de service, s'il doit y en avoir, ordre de service de commencer les travaux, en fait, il n'y en a qu'un ordre de service de commencer les travaux, c'est le client qui le donne. Je le rédige pour l'aider, pour l'éclairer, pour le conseiller, et c'est le client qui le donne. Je ne me ferai pas piéger, si je puis dire, sur des faux pas comme ça,
où l'avocat d'une partie adverse aurait beau jeu de dire, vous voyez, monsieur le juge, vous voyez que l'architecte, en réalité, est bien un constructeur, c'est bien un vendeur de travaux, puisqu'il donne des ordres aux artisans. Si je constate une malfaçon, dans mes écrits, je constate la malfaçon, la non-conformité au marché de travaux, je demande à l'entreprise quel remède, quelle solution va-t-il y apporter, que je valide ou pas. C'est-à-dire que je conseille au client de valider ou pas. Dans mes certificats de paiement, quand l'entreprise demande un acompte en cours de travaux, j'établis des certificats de paiement sous couvert du maître d'ouvrage. C'est-à-dire que je conseille au client de payer totalement, en partie, etc. Ou pas du tout. Et ainsi de suite, jusqu'à la réception. Très souvent, les clients qui sont des néophytes nous considèrent comme des vendeurs de travaux, un peu comme des contractants généraux, et nous serions redevables auprès d'eux de l'ensemble de l'opération. Ils considèrent ça parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce qu'est la maîtrise d'œuvre, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un maître d'ouvrage, le rôle qu'ils doivent tenir. Donc, je ne leur en veux pas du tout, ils ne sont pas au courant. Mais je rectifie à chaque fois. Dans mes écrits, si par exemple je reçois un mail en disant mais votre plombier a fait une erreur, il n'est pas venu, votre carreleur n'a pas suivi, etc. Non, 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 non. C'est votre plombier à vous, c'est pas le mien. Je n'ai aucun lien avec l'artisan. Non, je n'ai pas fait d'erreur quand le plombier fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur quand le diseur fait une erreur. Moi, je suis l'architecte. Je rappelle toujours ça, de manière à ce que s'il y a un contentieux et si on veut m'impliquer de façon abusive, j'ai ainsi tous mes actes, tous mes écrits qui sont en cohérence avec mon positionnement. Alors, quelques évidences pour finir. Dans le bâtiment, si on veut que les choses marchent bien, il faut anticiper, bien entendu. Le bâtiment n'est pas une aventure qu'on vit au jour le jour. Ça, c'est en général la catastrophe. C'est ce que font justement les clients néophytes qui ne prennent pas d'architecte. Et comme par hasard, ça tourne à la catastrophe rapidement. Donc, il faut anticiper ces mises en cause abusives dans nos écrits, dès le contrat d'architecte et tout au long d'opérations. Anticiper. Ne pas se dire, oh là là, mon Dieu, comment je vais m'en sortir quand on reçoit, par exemple, une assignation. C'est évidemment trop tard pour y penser. C'est pas quand on est en train de tomber dans le fossé qu'on se dit, mon Dieu, comment pourrais-je faire pour éviter l'accident? C'est trop tard. Donc, anticiper. Ne jamais, jamais se retrancher derrière les décisions d'un client. C'est assez extraordinaire, mais je vois des architectes qui disent, ah mais non, mais c'est le client qui l'a voulu, il l'a exigé. Non, le client nous paye pour qu'on nous lui disions ce qu'il doit faire. Donc, l'écouter est, d'abord, c'est une énorme bêtise, mais en plus, c'est une faute juridique. J'ai entendu, ça vous est peut-être arrivé, moi j'ai entendu des architectes qui parlaient de leurs clients en tant que donneurs d'ordre. Et c'est d'une stupidité sans nom. Stupidité sans nom. Le donneur d'ordre, s'il y en a un qui doit dire ce qu'il faut faire et éclairer tout le monde, c'est l'architecte, surtout pas le client. Le client, c'est un écouteur d'ordre, de conseil en l'occurrence. Imaginez un médecin qui aurait cette attitude. Le juge lui disant, mais docteur, vous avez prescrit un médicament qui a tué votre malade, vous ne vous êtes pas inquiété de savoir s'il y avait une allergie. Et le médecin qui répond, ah, mais je savais bien que ça allait le tuer. Et oui, 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 bien sûr, mais c'est lui qui l'a voulu. Il m'a dit, moi, je veux ce médicament. Et donc, bien, comme il l'a voulu, ben, j'ai suivi ses ordres et je lui ai prescrit. C'est plus un homicide par négligence, involontaire, ça devient un assassinat. Il aurait volontairement provoqué la mort de son client. Non, mais c'est pas 5 ans de prison qu'il va prendre, c'est 30 ans. Donc, se retrancher derrière le client en disant c'est lui qui l'a voulu, c'est double peine. C'est gravissime, c'est une faute professionnelle. D'une façon générale, ne jamais se retrancher derrière les tiers quand quelque chose nous paraît négatif, ou nous ne voyons rien parce que c'est totalement hors de notre compétence. Très bien. Oui,
Je ne savais pas qu'il fallait des aciers, des tors de 12 et je n'avais parce que c'est la compétence exclusive de l'entreprise. Je n'ai pas cette compétence. Ça, c'est un positionnement tout à fait acceptable. Mais quand on doute d'une technique qui est à la limite de notre compétence, je vous engage vraiment à ne pas lâcher le morceau. Quand je l'ai fait, plus jeune architecte, je m'en suis mordu les doigts, mordu les doigts. Je détecte quelque chose qui ne va pas. Le bureau d'études m'affirme que c'est comme ça, que c'est pas autrement, voire le bureau de contrôle, et ça se révèle mauvais. Non, quand je ne suis pas convaincu, quelle que soit la personne, bureau d'études, bureau de contrôle ou qui que ce soit, tant que je ne suis pas convaincu, je ne change pas d'avis. Après, je peux me tromper. Je peux dire, ah ben oui, je ne connaissais pas cette information, je comprends, ok, vous avez raison. Ou alors, non, j'ai raison et je maintiens. Chaque fois que j'ai adopté cette attitude, ça a toujours été très positif et je crois avoir ainsi évité des sinistres. Tout le monde peut se tromper. Nous n'avons pas à croire les autres sur parole. Je reprends l'exemple du médecin. Le laboratoire d'analyse lui dit que tout va bien et à la lecture des résultats, le médecin constate une incohérence. Eh bien, il va demander des comptes, il va demander des investigations supplémentaires, de refaire peut-être une analyse. Il veut être sûr, il veut savoir. Et non, il ne dit pas, oh, ben, c'est le laboratoire d'analyse, il doit sûrement avoir raison, alors tant pis, moi je ne dis rien. Non, ça, c'est pas on n'est pas payé pour ça. On est payé pour veiller au grain, si je puis dire. Tout ce qu'on détecte, il faut l'assumer. Après, ce qu'on ne peut pas détecter, compte tenu soit de notre manque de compétences en la matière, on n'est plus dans notre terrain, soit parce que on n'est pas derrière chaque ouvrier 8 heures par jour sur tous les chantiers. Là, on peut très bien l'assumer également, surtout ce qui n'était pas anticipable, si je puis dire. Ne jamais non plus demander une lettre de décharge de responsabilité, par exemple à un client. Ça, c'est une catastrophe. La seule personne qui peut nous décharger de responsabilité, c'est le juge. Et si on donne à un juge une lettre où le client déclare nous décharger de responsabilité, le juge se fera un malin plaisir, je présume, à nous dire, à nous expliquer que c'est impossible, qu'un client ne peut pas nous décharger de responsabilité. Il n'y a que lui qui peut le faire et il va nous le prouver en nous condamnant. La leçon sera un peu cher payée. Demander des décharges de responsabilité, c'est la pire des attitudes. Donc, en résumé, dès le départ, définir clairement son positionnement. Je me situe dans le terrain du conseil. Mes compétences sont la conception architecturale, la définition des travaux dans leur matière et leur forme et leur couleur, non pas dans leur exécution. Je n'ai pas à apprendre aux réalisateurs leur métier. L'électricien est mieux compétent que moi en électricité, le serrurier est mieux compétent que moi en serrurerie, etc. Et ensuite, veiller à ce que tous nos actes, tous nos écrits soient en cohérence avec ce positionnement. Et là, tout devrait aller bien. Enfin, un conseil, il me semble que parfois les architectes ont du mal à se défendre. Je ne sais pas s'il y a un syndrome de culpabilité, mais non, quand il y a un sinistre sur un chantier, c'est rarement notre faute, rarement. Donc, quand on est mis en cause, il faut se défendre pied à pied. On a gardé les preuves, on a gardé les mails, on explique que juridiquement, nous ne sommes pas en faute. Et entendre, vous auriez dû prévoir, anticiper, deviner, non, je suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je fais mon job, je le fais à fond, mais pas au-delà. Et donc, j'encourage, si je puis me permettre, les architectes à avoir beaucoup plus de niaque, si je puis dire, dans leur défense quand on veut les impliquer, parce que c'est tellement commode. On va toujours mettre l'architecte responsable de tout et de n'importe quoi, et c'est absolument inacceptable.